On dit que les mères sont censées disparaître lentement, se fondre dans le papier peint, devenir le bourdonnement de fond de la vie de famille. Mais que se passe-t-il lorsque la décoloration se transforme en effacement? Lorsque l'amour devient une cage que vous n'avez jamais vue se construire? Je suis assise dans ma petite cuisine maintenant, de la vapeur s'échappant de ma tasse de thé à la camomille. L'appartement est silencieux, à l'exception du doux murmure du radiateur. Il y a 3 mois, je ne savais pas à quoi ressemblait le silence. J'avais oublié le poids de mes propres pensées, le rythme de ma propre respiration. Je vous raconte cette histoire non pas par pitié, mais parce que le silence a failli m'enterrer vivante. Avant de commencer, je veux que vous sachiez, où que vous soyez ce soir, quelle que soit la ville d'où vous m'écoutez, vous comptez. Si mon histoire vous trouve à Paris, Lyon, Marseille, ou n'importe où en France, ou ailleurs dans le monde, n'hésitez pas à partager ou vous écouter dans les commentaires ci-dessous. Et abonnez-vous. Ces mots ont besoin de témoins. Votre présence ici me rend moins seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Dans la maison qui n'était plus la mienne. L'invitation était enveloppée de désir. « Maman, on a besoin de toi » dit mon fils Thomas d'une voix étranglée par l'épuisement. « Le bébé ?» Marie a des difficultés. Juste pour quelques semaines. Le temps qu'on trouve notre rythme. J'ai fait ma valise avec soin. Les sous-vêtements pliés comme il faut. Mes lunettes de lecture dans leur étui. Le petit plat en céramique que mon mari Pierre m'a offert pour nos 10 ans de mariage bleu et blanc, décoré de petites fleurs. C'était peut-être stupide d'apporter quelque chose d'aussi fragile dans une maison avec un nouveau-né. Mais c'était à moi. J'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne. Le trajet jusqu'à leur banlieue ressemblait à un pèlerinage. Les feuilles d'automne se dispersaient sur le pare-brise comme des confettis. J'avais 66 ans, enfin libre d'être la grand-mère dont j'avais rêvé. Après la mort de Pierre 2 ans plus tôt, l'appartement était devenu trop silencieux. Trop chargé d'écho. Leur maison sentait la lavande, l'adoucissant et le lait caillé. Marie m'a accueilli à la porte, les cheveux sales, vêtue d'un peignoir qui avait connu des jours meilleurs. Elle est tombée dans mes bras comme une enfant. « Dieu merci, tu es là » a-t-elle murmuré. La petite Céleste avait 3 semaines. Un pruneau parfaitement ridé, avec le nez de Pierre et le menton têtu de Thomas. Quand je l'ai serré dans mes bras, quelque chose s'est déverrouillé dans ma poitrine. Un but. C'était pour ça que j'avais survécu au cancer de Pierre. C'est pour ça que j'avais appris à dormir seul. Pour être là. Pour compter. Juste temporairement, dit Marie en m'installant dans la chambre d'amis. Le temps qu'on trouve une solution. La chambre était petite mais lumineuse. Des murs jaunes. Un lit simple avec une courte pointe confectionnée par la grand-mère de Marie. J'ai déballé lentement mes affaires, posant mon plat en céramique sur la table de nuit. Ma photo de Pierre à côté. Ça pourrait être ma maison. Pour un temps. Ce premier mois, j'étais le salut. Je savais comment tenir un bébé qui pleure. Comment l'emmailloter suffisamment serré pour le réconforter, mais suffisamment lâche pour qu'il respire. Je cuisinais le pot-au-feu comme ma mère me l'avait appris, le bouillon riche et doré. Je pliais de minuscules grenouillères avec la précision d'une prière. Je me suis réveillée à 3 heures du matin quand Céleste a pleuré. Je marchais pieds nus jusqu'à la chambre d'enfant pour que Marie puisse dormir. « Que ferions-nous sans toi » a dit Thomas en m'embrassant sur le front. J'étais radieuse. J'étais importante. On avait besoin de moi. Mais le besoin a des dents. Et les dents s'aiguisent avec le temps. 3 semaines sont devenues 3 mois. Puis 6. Puis 1 an. La chambre d'amis a cessé d'être temporaire. Elle est devenue le lieu où je vivais. Non pas où je restais. J'ai vécu. Mon plat en céramique prenait la poussière parce que je n'étais jamais là pour le voir. Mes livres restaient non lus car l'épuisement me tirait chaque nuit comme une marée. Marie est retournée au travail. Le cabinet d'avocat de Thomas exigeait des horaires plus longs. Je suis devenu le rythme de leur maison. Je me suis levé à 6 heures. Je nourris Céleste. Je la change. Je joue avec elle. Je fais la sieste quand elle faisait la sieste, sauf qu'il y avait du linge à plier, de la vaisselle à faire, le dîner à préparer. Tu es si gentil avec elle, a dit Marie en se précipitant dehors dans son blazer repassé. Mieux qu'une garderie. Mieux qu'une garderie. Mais non rémunérée comme la famille. Peu à peu, on a cessé de se poser des questions.
Comment je me sentais? Avais-je besoin de quelque chose? Étais-je fatigué? Les questions se transformèrent en suppositions. Bien sûr que je regarderais Céleste. Bien sûr que je préparerais le dîner. Bien sûr que je nettoierais la cuisine après. Mon dos commença à me faire mal. Des os de 66 en n'étaient pas faits pour porter un bambin en pleine croissance 50 fois par jour. J'ai acheté une bouillotte, la cachant dans ma chambre comme une preuve de faiblesse. J'ai pris des aspirines dans la salle de bain, les avalant avec de l'eau du robinet, les mains jointes. J'ai vraiment mal au dos, ai-je mentionné un jour au dîner. Tu devrais peut-être marcher plus, suggéra Thomas sans lever les yeux de son téléphone. J'ai marché. Au parc avec Céleste. À l'épicerie pour leur lait, leur pain, leur vie. J'ai fait le tour de leur maison, portant leurs besoins sur mes épaules jusqu'à me courber en avant comme un point d'interrogation. La deuxième année a apporté de nouvelles règles que je n'ai jamais acceptées. Pas de visite d'amis. C'est trop chaotique avec le bébé. Pas de sortie le soir. Et si Céleste avait besoin de toi? Pas d'avis sur la parentalité. Tu as élevé ta génération différemment. J'étais un meuble maintenant. Un meuble utile. Le genre de meuble qu'on remarque quand il est cassé, qu'on ignore quand il fonctionne. Le premier mot de Céleste a été « Maman ». Elle me regardait. Marie a pleuré. Thomas a applaudi. Je me suis tenu dans un coin, une fierté invisible me gonflant la poitrine comme un secret. Elle est perdue, a dit Marie plus tard. Tu es tellement là. J'étais trop là. Dans leur maison. Avec leur fille. Vivant leur vie pendant que la mienne s'évaporait. La troisième année, j'ai commencé à disparaître. Pas physiquement. J'étais toujours là chaque matin, chaque soir, chaque week-end. Mais le moi intérieur s'est estompé. J'ai arrêté de mettre du rouge à lèvres. J'ai arrêté de lire. J'ai arrêté d'appeler ma sœur à Bordeaux parce que dire? Que j'étais devenu un fantôme qui changeait les couches. Ma photo de Pierre, observée depuis la table de nuit. Son sourire semblait chaque jour plus triste. Ou peut-être était-ce mon reflet dans la glace. Grand-mère a l'air fatiguée, dit Céleste un après-midi, sa petite main me tapotant la joue. Elle avait 2 ans et demi, assez grande pour voir ce que ses parents ne voyaient pas. Grand-mère va bien, murmurai-je en embrassant ses doigts. Mais je n'allais pas bien. Je me dissolvais, me fondant dans leurs besoins comme du sucre sous la pluie. Le matin, tout a changé, a commencé comme tous les autres. Céleste avait été agitée toute la nuit. Elle faisait ses dents. Je l'avais promenée pendant des heures, le bas de mon dos hurlant à chaque pas. À l'aube, elle s'était enfin endormie dans mes bras. J'étais épuisé. Jusqu'aux os, épuisé jusqu'à l'âme. Thomas m'a trouvé dans la cuisine, en train de réchauffer du lait maternisé d'une main tremblante. « J'ai besoin de te parler, dit-il, déjà habillé pour le travail. Je me suis retourné. Son visage était le même qui s'illuminait quand je lui apportais du pain au chocolat après l'école. Maintenant, c'était le visage d'un inconnu. Froid. Décidé. Marie et moi avons discuté. Les mots sortirent, répétés. On pense qu'il est temps, tu sais, que tu trouves ta place. La bouteille me glissa des doigts. Pas cassée. Juste tombée. Comme moi. Je ne comprends pas, dis-je, même si je comprenais parfaitement. Tu es là depuis 3 ans. Céleste a l'âge d'aller à la garderie. Il nous faut retrouver notre espace. Notre espace. L'espace que j'avais rempli de mon corps, de mon temps, de mon moi en train de se dissoudre. Je peux encore t'aider, dis-je, détestant le ton suppliant de ma voix. Les week-ends. Quand tu as besoin de moi. Maman. Sa voix était douce maintenant. Le ton qu'on utilise avec les enfants et les mourants. Tu prends juste de la place. Juste prendre de la place. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. 3 ans de tété à 3 heures du matin. De fêtes d'anniversaire que j'avais planifiées. De rendez-vous chez le médecin auquel j'avais assisté. De genoux écorchés que j'avais embrassés. D'histoires du soir que j'avais lues jusqu'à en avoir la voix rauque. Juste prendre de la place. Je fixais mon fils. Cet homme que j'avais porté en moi. Dont j'avais apaisé les terreurs nocturnes. Dont j'avais applaudi les premiers pas. Dont j'avais aidé à organiser le mariage, cousant les boutons de la robe de Marie avec des doigts arthritiques. Je prends juste de la place, répétai-je.
Il eut la grâce de paraître mal à l'aise. Je ne voulais pas. Si. Céleste entra dans la cuisine, les cheveux en bataille à cause du sommeil. Elle s'enroula autour de mes jambes comme un koala. Debout, grand-mère, dit-elle. Je la soulevai, ignorant le feu qui me brûlait le dos. Elle sentait le shampoing pour bébé et les rêves. À ses yeux, je ne prenais pas de place. J'étais le monde. Je vais faire mes valises, dis-je. Thomas hocha la tête, le soulagement inondant son visage. Pas d'urgence. Prends ton temps. Mais il y avait une urgence. L'urgence me martelait la poitrine comme un second battement de cœur. Il fallait que je parte avant de disparaître complètement. Avant de devenir le fantôme qu'ils avaient déjà décrété que j'étais. J'ai fait mes valises avec cérémonie. Chaque objet remis dans ma valise était un morceau de moi retrouvé. Le plat en céramique, miraculeusement intact. La photo de Pierre, son sourire semblant désormais fier. Mon cardigan, doux et familier. Marie m'a trouvé en train de plier. Tu n'es pas obligé de partir tout de suite, a-t-elle dit, la culpabilité lui taisant la voix. Si. Où vas-tu aller? J'ai pensé à Claire, mon amie du vieux quartier. Celle qui m'invitait à prendre un café tous les 2 ou 3 mois, des invitations que je déclinais parce que j'étais trop occupée. Trop nécessaire. Trop effrayée d'admettre que j'avais besoin de quelqu'un aussi. Je trouverai une solution. Céleste est apparue dans l'embrasure de la porte, traînant son éléphant en peluche. Grand-mère s'en va? A-t-elle demandé. Juste un petit moment, ai-je menti. Elle est montée sur le lit, m'aidant à plier un pull de ses petites mains sérieuses. Nous avons travaillé en silence, 2 femmes comprenant quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Une fois la valise fermée, je l'ai embrassée sur le front. Souviens-toi que grand-mère t'aime, ai-je dit. Je t'aime aussi, grand-mère. J'ai appelé Claire depuis la gare. Marguerite? Tout va bien? Je peux venir te voir? J'ai besoin de... Ma voix se brisa. J'ai besoin d'une amie. Bien sûr, chérie. Bien sûr. L'appartement de Claire sentait la bergamote et les livres. Elle me jeta un coup d'œil et se mit à pleurer. Oh, ma chère fille, murmura-t-elle en m'attirant contre elle. Que t'ont-ils fait? Je lui racontai tout. L'histoire se déversa comme l'eau d'un barrage rompu. Elle écouta, prépara du thé, écouta encore. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. Tu restes ici, dit-elle finalement. Le temps que tu trouves tes marques. Je ne peux pas t'imposer, Marguerite. Sa voix était ferme. On t'impose depuis 3 ans. Il est temps qu'on t'impose. J'ai dormi 14 heures cette première nuit. Un sommeil profond et sans rêve. À mon réveil, la lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres inconnues. L'espace d'un instant, j'ai paniqué. Où était Céleste? Qui préparait le petit déjeuner? Puis je me suis souvenu. Je préparais le petit déjeuner. Pour moi-même. Après 3 ans. Claire m'a aidé à trouver un petit appartement dans le 15e arrondissement. Une chambre, une minuscule cuisine, un balcon juste assez grand pour une chaise et une plante. Le loyer était raisonnable. Le silence était d'or. J'ai acheté de nouveaux draps. Des draps bleus doux que personne d'autre que moi ne salirait. J'ai rangé mes rares affaires avec soin. Le plat en céramique a trouvé une place d'honneur sur le rebord de la fenêtre. La photo de Pierre souriait sur la table de chevet. Lentement, j'ai commencé à me rappeler qui j'étais avant de devenir invisible. Je suis allé chez le médecin. Mon dos avait besoin de kinésithérapie. Ma tension était trop élevée. J'avais été tellement occupé à m'occuper des autres que j'en avais oublié de prendre soin de moi. Quand a eu lieu votre dernière mammographie? A demandé le médecin. Je ne me souvenais plus. Le temps se mesurait désormais aux étapes franchies par Céleste et non à mes propres besoins. J'ai acheté un carnet. Pas pour les listes de courses ou les rappels de rendez-vous, mais pour les pensées. Mes pensées. Elles venaient lentement au début, comme l'eau d'un robinet rouillé. Puis plus vite. Observation sur la façon dont la lumière tombait sur ma table de cuisine. Souvenir de Pierre, sans chagrin. Projet pour demain qui m'appartenait. 3 semaines après mon départ, mon téléphone a sonné. Grand-mère. La voix de Céleste était faible et lointaine. Bonjour, ma chérie. Quand rentres-tu? Maison.
Le mot est resté coincé dans ma gorge. Où était la maison maintenant? Je suis dans ma nouvelle maison maintenant, ai-je dit doucement. Puis-je venir? J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement. Mon espace. Mes règles. Mon calme. Oui, ai-je dit. Tu peux venir. Thomas appelé 2 semaines plus tard. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Les mêmes mots que ce matin-là dans la cuisine. Mais maintenant, il n'avait plus le pouvoir de me faire trembler. De quoi? De Céleste. Elle te réclame sans cesse. Elle ne dort pas. Elle te cherche sans cesse. J'étais assise dans mon fauteuil bleu sur mon minuscule balcon, regardant les pigeons picorer les miettes que j'avais éparpillées. Le soleil de l'après-midi me réchauffait le visage. Je suis désolé qu'elle traverse une période difficile, dis-je. Tu pourrais peut-être revenir? Juste un moment? Le temps qu'elle s'habitue? L'ancienne moi aurait dit oui. J'aurais refait ma valise, abandonné mes petites libertés pour leur confort. Mais l'ancienne moi était partie. Dissoute entre les tétés de 3 heures du matin et le moment où on m'a dit que je ne faisais que prendre de la place. Non, dis-je. Non. Je ne reviendrai pas. Silence. Puis, et Céleste? Et elle? Elle a besoin de toi. Elle a besoin de grands-parents valorisés, pas utilisés. Elle a besoin de voir que l'amour ne signifie pas disparaître. Plus de silence. Puis, plus bas, on t'appréciait. Tu me prenais pour acquis? Ce n'est pas, on ne voulait pas dire. Thomas. Ma voix était ferme. Forte. Je t'aime. J'aime Marie. J'aime Céleste plus que ma propre vie. Mais je ne serai plus invisible. Je ne serai plus un meuble chez toi. Alors, que veux-tu? Respect. Reconnaissance. Être sollicité, non pas dire. Être vu, non supposé. Et si on changeait? Alors on pourra parler de visite. D'aider parfois. Mais je ne serai pas ta garderie bénévole. Je ne serai pas ton fantôme. Il a raccroché sans dire au revoir. Je me suis assis dans mon fauteuil, observant les pigeons, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. La première lettre de Céleste est arrivée un mardi. L'enveloppe était couverte de dessins au crayon, des fleurs, des bonhommes allumettes, une maison avec trop de fenêtres. À l'intérieur, l'écriture soignée de Marie. Chère grand-mère, tu me manques. Bisous, Céleste. J'ai pleuré en la lisant. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. J'étais toujours aimé. Toujours présent dans mes souvenirs. Toujours réel. J'ai répondu immédiatement. Je lui ai parlé des pigeons sur mon balcon. Du petit jardin d'herbes aromatiques que je commençais à créer en pot. De la bibliothèque où j'avais commencé à faire du bénévolat, à lire des histoires à des enfants qui me la rappelaient. D'autres lettres sont arrivées. Des photos des dessins de Céleste. Photos de son premier jour à la garderie, petite et courageuse dans son sac à dos rouge. Elle parle de toi tous les jours, a écrit Marie dans une note prudente. Nous sommes désolés, Marguerite. Nous n'avions pas réalisé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Pardon était un mot qui nécessitait des actes, pas seulement des lettres. Mes journées ont recommencé à avoir un rythme. Non pas le rythme effréné des besoins de quelqu'un d'autre, mais le rythme doux du choix. Du thé quand j'en avais envie. Des livres quand j'en avais envie. Du silence quand j'en avais besoin. J'ai renoué avec de vieux amis. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à suivre des cours d'aquarelle au centre communautaire. Mes peintures étaient horribles, mais elles étaient à moi. Chaque coup de pinceau était une petite rébellion contre l'invisibilité. Le samedi matin, j'allais au marché. Non pas pour la liste de courses de qui que ce soit, mais pour ce qui attirait mon regard. Des figues qui me rappelaient mon enfance. Du fromage qui me faisait penser à Pierre. Des fleurs sans raison, si ce n'est qu'elles étaient belles. 3 mois après mon départ, on a sonné à ma porte. Par le Judas, j'ai aperçu une petite silhouette en manteau rouge. Céleste, tenant la main de Marie. J'ai ouvert la porte lentement. Surprise, a crié Céleste en se jetant à mes jambes. Marie se tenait derrière elle, l'air nerveux. On était dans le quartier. Céleste a insisté. Je peux voir ta maison, grand-mère? A demandé Céleste. J'ai regardé Marie. Elle a hoché la tête.
Bien sûr, ai-je dit. Céleste a exploré mon petit appartement avec l'intensité d'une archéologue. Elle a tout touché, les draps bleus, le plat en céramique, le jardin d'herbes aromatiques sur le balcon. C'est petit, a-t-elle observé. Mais c'est à moi, ai-je dit. Elle a hoché la tête, comprenant quelque chose que les adultes ignorent souvent. La propriété n'est pas une question de taille. Marie et moi avons regardé Céleste depuis la cuisine jouer avec les quelques jouets que j'avais achetés pour ses visites. Elle est différente depuis ton départ, a dit Marie doucement. Plus, collante. Elle pose des questions sur les endroits où les gens vont quand ils partent. Et tu lui dis quoi? La vérité. Que parfois, les adultes ont besoin de leur propre espace. J'ai fait du thé. Du vrai thé, pas la tasse prise à la hâte entre deux corvées. Nous nous sommes assises à ma petite table, Céleste sur mes genoux, et avons discuté. Pas de devoir ni d'horaire, mais de la vie. Des nouveaux mots de Céleste, de ses livres préférés, de sa peur du noir. Quand ils sont partis, Céleste m'a serré fort dans ses bras. À bientôt, grand-mère. Oui, ai-je dit. Bientôt. Marie s'est retournée à la porte. Marguerite, veux-tu venir dîner la semaine prochaine? Juste dîner. Rien d'autre. Ai-je réfléchi. Le dîner était différent du retour. Le dîner avait une heure de fin. J'aimerais bien, ai-je dit. Le dîner a été gênant au début. Nous nous sommes assis à leur table familière, mais tout était différent. J'étais une invitée maintenant, pas un meuble. Thomas m'a posé des questions sur mon appartement, mon bénévolat, mes peintures. Marie m'a complimenté sur mon cardigan. Céleste a bavardé de la garderie, de sa nouvelle amie Sophie, du poisson rouge dans sa classe. Elle grandissait, devenait elle-même en dehors de ma présence constante. On a trouvé une baby-sitter, a dit Marie tandis que je l'aidais à débarrasser la table. Pour quand on sort? Bien, ai-je dit. On la paie 15 € de l'heure. Les mots restaient en suspens. 15 € pour ce que j'avais fait gratuitement. Pour ce qui m'avait coûté ma santé, mon identité, ma paix. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un, dis-je. Après le dîner, je lus une histoire à Céleste. Elle se blottit contre moi, son petit corps chaud et familier. Mais une fois l'histoire terminée, je me levai pour partir. Tu restes dormir, grand-mère? Demanda-t-elle. Pas ce soir, ma chérie. Mais à la semaine prochaine. Elle accepta cela avec la résilience des enfants. L'amour n'exige pas une présence constante. Ces dîners devinrent mensuels, puis hebdomadaires. Peu à peu, nous apprenions de nouveaux rythmes. J'étais grand-mère maintenant, plus nounou. Aimée, non utilisée. Thomas me demandait encore parfois si je pouvais garder Céleste juste quelques heures. Mais maintenant, il le demandait. Et parfois, je disais non. J'ai mal au dos, disais-je. Bien sûr, répondait-il rapidement. On trouvera quelqu'un d'autre. Le pouvoir du non. J'avais oublié à quel point c'était bon. Un jeudi de printemps, j'ai ôté mon alliance. Pas pour toujours. Juste pour l'après-midi, le temps de peindre. L'aquarelle et l'or ne font pas bon ménage. Mais une fois terminé, je ne l'ai pas remise immédiatement. Assise dans mon fauteuil bleu, j'observais les pigeons, sentant l'absence de poids sur mon doigt. Pierre était parti depuis 3 ans. J'étais veuve depuis plus longtemps que je n'étais invisible. La bague est allée dans le plat en céramique sur le rebord de ma fenêtre. En sécurité. Honorée. Mais sans m'enchaîner au passé. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Vraiment ressemblante. Des cheveux gris que j'avais laissés pousser au-delà de mes épaules. Des yeux fatigués mais clairs. Une peau qui trahissait mes 66 ans sans honte. J'avais l'air de quelqu'un qui avait survécu à quelque chose. Quelqu'un qui s'était retrouvé. 6 mois après mon départ, Thomas et Marie sont arrivés à mon appartement sans Céleste. Ils se sont assis sur mon petit canapé, l'air mal à l'aise dans mon espace. Nous voulons que tu reviennes, a dit Marie. Pour vivre avec nous, a ajouté Thomas. En permanence. Je posai mon thé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de toi. Parce que Céleste a besoin de toi. Parce qu'on se rend compte. On se rend compte de quoi? On te prenait pour acquis, dit Thomas. On te traitait comme une employée plutôt que comme un membre de la famille.
Et qu'est-ce qui serait différent? Il s'était visiblement préparé à cette question. Ton propre espace. Le sous-sol aménagé. Avec une entrée séparée. Ton propre emploi du temps. Aucune attente en matière de babysitting. Un salaire. Pour quand tu aides. J'ai écouté leur offre. C'était généreux. Juste. Tout ce dont j'avais besoin 6 mois plus tôt. Non, dis-je. Non, dirent-ils ensemble. J'ai une vie maintenant. Ma propre vie. Mon bénévolat, mes amis, mes cours de peinture. Je ne renoncerai pas à ça pour que ce soit plus pratique pour toi. Mais tu pourrais quand même faire ces choses? De ton sous-sol? Comme aide à domicile avec allocation? Marie se mit à pleurer. Tu nous manques. Céleste te manque. Elle me manque aussi. Mais regretter quelqu'un ne signifie pas se sacrifier pour lui. Alors que veux-tu? Demanda Thomas. Ce qu'on a maintenant. Des dîners hebdomadaires. Garde d'enfants occasionnels quand je le souhaite. Une relation basée sur l'amour, pas sur le besoin. Et si on a besoin d'aide? Embaucher quelqu'un. Le payer correctement. Respecter son temps. Ils sont partis déçus, mais pas fâchés. Peu à peu, ils ont appris que l'amour ne donne pas droit à la vie entière de quelqu'un. Le printemps a laissé place à l'été. J'ai acheté d'autres plantes pour mon balcon. Des tomates en pot. Des herbes aromatiques qui donnaient à mon petit espace un parfum de possibilités. Céleste venait maintenant le samedi matin. Nous entretenions le jardin ensemble, ses petites mains douces avec les semis. « Pourquoi ne vis-tu plus avec nous, grand-mère » a-t-elle demandé un matin. « Parce que j'avais besoin de me rappeler qui j'étais, ai-je dit. « Et toi, qui es-tu » J'y ai réfléchi. « Je suis ta grand-mère. Mais je suis aussi Marguerite. J'aime les matins tranquilles, les livres et faire pousser des choses. Tu peux être les deux? Oui. Mais seulement si je prends soin des deux. » Elle hocha la tête, compréhensive comme le font les enfants. Les adultes compliquent l'amour. Les enfants savent que c'est censé être simple. Le jour de mes 67 ans, j'ai reçu une lettre de Thomas. Pas une carte. Une lettre, manuscrite sur du bon papier. Chère maman, commençait-elle. J'ai repensé à ce que tu as dit. À propos du fait d'être prise pour acquise. À propos de la disparition. Je me souviens de la mort de papa, comme tu as semblé te rapetisser. Comment tu as arrêté de parler de tes propres besoins. Je pensais que lorsque tu es venue vivre avec nous, tu étais heureuse. Épanouie. Je n'avais pas vu qu'on se servait de toi. Qu'on prenait sans rien donner. Je suis désolée. Pas seulement pour les mots que j'ai dits ce matin-là. Mais pour les 3 années sans te voir. À te traiter comme si tu n'étais pas une personne avec tes propres rêves et tes propres limites. Je ne sais pas comment arranger ça. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois combien tu as été courageuse de partir. Combien tu es forte pour construire ta propre vie. Céleste me demande pourquoi tu ne vis plus avec nous. Je lui réponds que c'est parce que grand-mère prend soin d'elle maintenant. Comme nous aurions dû prendre soin de toi. Je t'aime, maman. Pas pour ce que tu peux faire pour nous, mais pour qui tu es. Thomas, je lus la lettre 3 fois. Puis je la déposai dans le plat en céramique avec mon alliance. Certaines choses sont trop précieuses pour traîner. L'automne revint. 1 an après mon départ. Céleste avait maintenant 3 ans, elle parlait en phrases complètes, posant des questions complexes sur la raison du changement de couleur des feuilles et sur les lieux où vont les oiseaux en hiver. Lors d'une de nos visites du samedi, elle s'endormit sur mes genoux pendant que je lui lisais. Marie nous trouva là, grand-mère et petite-fille, paisibles dans la lumière de l'après-midi. « Elle est si heureuse avec toi, » dit Marie doucement. « Et je suis heureuse avec elle. Penses-tu, envisagerais-tu de revenir un jour? Pas pour vivre, mais peut-être, pour y passer la nuit de temps en temps, quand on voyage. » Je regardai ma petite fille, le visage adouci par le sommeil. Puis, je me suis tourné vers Marie, qui s'efforçait de réparer ce qui avait été brisé. Parfois, ai-je dit. Quand je le souhaite. Et tu te sentirais bien? Dans la chambre d'amis? En tant qu'invité, oui. Pas en tant que membre du personnel. Marie a hoché la tête. En tant qu'invité.
Ils m'ont donné un double de la clé de leur maison. Pas l'ancienne, qui impliquait une résidence permanente. Une nouvelle, brillante et argentée, qui disait « Tu es la bienvenue ici, mais tu n'y vis pas ». Je l'ai accrochée à mon porte-clés, à côté de ma propre clé d'appartement. 2 clés. 2 maisons. 2 versions de moi-même qui pouvaient coexister. La première fois que je l'ai utilisée, j'y suis resté une nuit. J'ai aidé Céleste à s'endormir, j'ai préparé le petit déjeuner le matin, puis je suis rentré chez moi dans mon espace. C'était parfait. Comme si j'étais en visite plutôt qu'à l'intérieur. Thomas m'a regardé préparer mon petit sac de voyage. « Tu aimes vraiment ton appartement ?» a-t-il dit. « Je l'adore, ai-je corrigé. Il est à moi. Ça te manque, de vivre avec ta famille. Ça me manque de me sentir utile. Mais ça ne me manque pas de me sentir utilisé. » Il resta silencieux un moment. Puis, je suis content que tu sois parti. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es là, c'est parce que tu en as envie. Je suis assise dans mon fauteuil bleu sur mon balcon, à regarder les pigeons. C'est un mardi matin de novembre. L'air est vif, chargé de l'odeur du dîner préparé par quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibre. Un texto de Céleste. Elle a appris à utiliser le téléphone de Marie pour m'envoyer des photos. Aujourd'hui, c'est la photo d'une feuille qu'elle a trouvée, parfaitement jaune, parfaitement entière. Pour la collection de grand-mère, dit le message. Je souris. Je lui ai appris à presser des feuilles entre du papier sulfurisé. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Certaines traditions méritent d'être transmises. Ce soir, dîner chez Thomas et Marie. Céleste veut me montrer son nouveau livre sur les dinosaures. Marie a parlé de préparer mon dessert préféré. Thomas m'a demandé si je voulais rester, mais j'ai refusé. J'ai des projets pour demain matin. Cours d'aquarelle, puis déjeuner avec Claire. J'ai des projets. Mes propres projets. Pour ma vie. La clé de secours s'illumine sur mon trousseau de clés. Un rappel que j'ai toujours eu le pouvoir de partir. J'avais juste besoin de me rappeler que j'en avais le droit. Le thé refroidit dans ma tasse. J'en ferai un autre quand j'en aurai envie. Parce que je peux. Parce que c'est mon thé, mon heure, mon choix. Les pigeons s'envolent, cherchant d'autres balcons, d'autres miettes. Je les verrai demain. Ou pas. Ils ne dépendent pas de moi. Je ne dépends pas d'eux. Voilà à quoi ressemble la liberté. Ni dramatique, ni vengeresse. Juste calme et mienne. Je ne prends plus seulement de la place. Je choisis comment la remplir. Et cela fait toute la différence. Merci d'avoir écouté mon histoire. D'avoir été témoin de ma vérité. De m'avoir rappelé que le silence n'est pas d'or, il est juste cher. Et certains prix sont trop élevés. Où que vous soyez ce soir, souvenez-vous, vous n'êtes pas un meuble. Vous n'êtes pas un arrière-plan. Vous ne prenez pas seulement de la place. Vous avez le droit d'avoir de l'importance. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de choisir. Prenez soin de vous. Choisissez-vous. Vous le valez bien. Ici Marguerite, je vous quitte de Paris. À la prochaine.